merci à mes camarades de séquence d'être ici. Alors, tu m'as quand même une question, Sébastien, sur mais pourquoi finalement ici. En fait, nous étions déjà présents l'an dernier sur Haïti, sur les sujets d'agri-énergie avec la filiale Total Énergie Renouvelable France, et cette année, dans le cadre des 20 ans, et dans ce travail de rétro-prospective, il semblait intéressant de faire ce travail de l'énergie du futur désirable de nos campagnes, c'est-à-dire de dépasser la question finalement quelles énergies. Il y a eu des échanges ce matin là-dessus. Il ne s'agit pas de savoir si c'est de l'agri-méthanisation, de la biométhanisation injectée, du PV au sol, bâtiment, etc., ou l'éolien, mais plus véritablement de réfléchir sur l'énergie du futur désirable de nos campagnes. Et nous allons voir que nous avons plutôt abordé des sujets de gouvernance qui ont été traités ce matin au sein de cette démarche. Alors, Total Énergie, pourquoi 2015-2025, ce sont les 10 ans des accords de Paris, des enjeux du changement climatique, et l'énergie est face à un défi qu'elle n'a jamais vu finalement pour aborder cette transition énergétique d'ici 2050 et passer d'un monde d'énergie fossile, maîtrisée, à une énergie décarbonée, finalement à inventer. Et nous avons la conviction que pour baisser ces émissions, il y a d'autres chemins que d'y aller collectivement. Il y a 5 ans, Total Énergie a lancé sa démarche de transition énergétique à l'horizon 2050 avec un gimmick, c'est de dire ensemble avec la société. C'est bien cette conviction chevillée au corps que c'est ensemble avec l'ensemble des parties prenantes, les élus, la sphère publique, la sphère économique, académique, associative, la société civile, que dans le dialogue, des regards croisés, nous pourrons trouver des solutions. Alors, en 2023, dans toutes les régions françaises, donc 12 métropolitaines et une regroupant les territoires ultramarins, nous avons lancé une démarche de cercle de réflexion, territoire des énergies et au-delà, et où justement nous avons réuni ces parties prenantes pour réfléchir sur les... je reviendrai là-dessus, pour réfléchir sur ce que disait la transition énergétique. Et les échanges ont été extrêmement riches et sont sortis 3 grandes thématiques finalement que vous voyez là, les énergies renouvelables, et précisément avec les questions de foncier, de partage équitable de la valeur, également le sujet des mobilités qui sont très avancées, mobilité collective, individuelle, et quel mix énergétique sur les mobilités. Et puis un sujet qui est ressorti, que l'on a beaucoup abordé d'ailleurs dans les conférences des partis, c'est les compétences, les nouvelles compétences. Et en tant que Clermontois, Auvergnat, c'est évident que ces sujets de transition énergétique étaient actuellement des sujets de métropole et qu'il fallait aller dans les territoires. C'est pour ça qu'on a lancé des cercles de réflexion du côté de Grenoble sur la transition énergétique de là ou des montagnes d'ailleurs. Et les 20 ans de ruralité et cette démarche rétroprospective était une opportunité d'aborder ce monde rural que l'on a beaucoup abordé ce matin. Et donc c'est la raison de cette démarche. Et plutôt que de venir tout simplement faire une conférence, on a fait les devoirs de vacances avant. Et donc le 27 juin dernier, Laurent Riotor, ici, qui est le directeur de l'Institut Auvergne-Rhône-Alpes des développements des territoires, nous a accueillis sur une journée à Caton avec Didier Château, directeur général de Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, des chercheurs, des élèves, des énergéticiens, et on a réfléchi finalement sur ces scénarios prospectifs de l'énergie du futur désirable de nos campagnes, et c'est cela, cette matière, que l'on souhaite vous présenter, et avec 2 grands témoins également, Michel Maillat et Simon, qui se présenteront tout à l'heure, de réagir aussi en tant qu'acteurs connus du monde de la ruralité, en tant que maire, mais en tant qu'acteurs des sujets de l'énergie. Voilà donc le propos de cette table ronde. Alors ce que je vous propose, c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et Didier Château, de présenter Aura EE,
énergie-environnement, et puis de nous dire combien et quels sont les potentiels. Alors, en 5 minutes, bonjour à toutes et tous, je ne vais pas avoir le temps de faire tout ça, mais je vais plutôt, en tant que directeur de cette agence régionale donc, qui est un centre de ressources soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour accompagner les collectivités dans leur transition énergétique depuis maintenant plus de 40 ans, bientôt 50. Puisqu'on a été créé en 1978, on est au service d'abord des collectivités pour leur transition, mais aussi des énergéticiens, des acteurs des filières énergie renouvelable notamment, de la filière bâtiment également, pour faire en sorte que les projets dans cette région se déploient avec un maximum de qualité. Une de nos compétences, ce sont les données, puisqu'on nous confie la production et la valorisation de données de référence énergie-climat pour l'ensemble des collectivités de la région. Donc pour ceux qui sont des habitués des PCAET et autres objectifs climat-énergie, on est un interlocuteur régulier, entre autres sur ces sujets-là. Je vais, à travers quelques slides, donc forcément complètement, une vision complètement partielle, mais donner une sorte de tableau un peu par petites touches de quelques éléments sur la ruralité et la transition énergétique. La première slide, elle concerne le profil des émissions découpé en trois paquets, l'urbain dense, ce qu'on appelle l'urbain rural intermédiaire, donc les zones sous influence d'une métropole, et le rural autonome. Ces trois paquets représentent sensiblement le même nombre d'habitants, et j'en profite juste pour dire que, contrairement à une idée qui est largement reçue, ce sont les territoires ruraux qui émettent le moins sur la mobilité, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est juste un petit recalage, et effectivement, les territoires ruraux émettent pas mal de gaz à effet de serre. C'est essentiellement dû à la part agricole que vous voyez en vert, puisque ce sont les territoires qui accueillent l'élevage dont on sait qu'il ne profite pas, loin s'en faut, en totalité à ces territoires-là. Deuxième, autre petit point de vue sur la consommation et la production électrique. Je précise qu'il s'agit des données Auvergne-Rhône-Alpes, des données régionales. On est dans une région où le parc nucléaire et hydroélectrique est très important. On est donc une région exportatrice nette d'électricité. Il n'en demeure pas moins que ça ne veut pas dire que sur l'échelle des EPCI, environ 170 sur cette région, tous les EPCI sont des exportateurs nets d'électricité. Seulement une trentaine d'entre eux le sont, et bien sûr très largement en milieu rural, dit autonome. Il y en a quelques-uns, mais c'est très marginal sur l'urbain intermédiaire. Tout ça s'explique évidemment par le fait que les barrages et les centrales sont pas en ville, sont essentiellement sur des territoires ruraux. Potentiel solaire. Le potentiel solaire, sur cette carte, vous avez la localisation des plus gros potentiels. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu la région, parce que ce n'est pas super visible, les plus gros potentiels sont en milieu urbain, notamment en raison de la présence de très nombreuses toitures, de nombreux parkings. Et pourtant, slide suivante, ce n'est pas là que les niveaux de production sont les plus élevés, c'est bien dans les milieux ruraux qu'ils le sont, très largement, et ça renvoie évidemment à l'enjeu de la disponibilité foncière, une richesse qui est convoitée, qui fait l'objet de spéculations nombreuses, et qui est un vrai sujet pour les collectivités. Tout ça pour dire qu'on peut avoir un potentiel faible, mais
savoir le valoriser beaucoup plus que quelqu'un qu'on a un plus gros, mais qui, pour tout un tas de raisons, ne le valorise pas ou beaucoup moins en tout cas. On continue. Potentiel bois-énergie. Ça n'étonnera personne. Cette carte représente évidemment le potentiel bois-énergie qui est bien sûr situé dans le rural autonome, puisque il représente plus de 40% de la surface de ces territoires. Enfin, la forêt représente plus de 40% de ces territoires. C'est l'agriculture qu'occupe les plus grandes surfaces dans les territoires intermédiaires. Mais en vis-à-vis, même si ce potentiel est extrêmement important, le potentiel de flux de carbone, qui, pour mémoire, pour ceux qui ne sont pas rompus à ce genre d'exercice, on intègre aujourd'hui dans la comptabilité carbone territoriale la possibilité de captation de CO2 qui passe essentiellement par la forêt, par quelques sols qui s'y prêtent, mais c'est quand même essentiellement la forêt. Là aussi, on retrouve l'ensemble des territoires ruraux. Plus de 97% de l'absorption de carbone en région est due à l'accroissement naturel des forêts qui se trouvent dans ces territoires-là. Si j'ai mis ces deux slides en vis-à-vis, bois énergie et captation carbone, c'est parce que la forêt constitue un enjeu très particulier. Le bois énergie n'est pas simplement une ressource qu'on peut consommer comme ça, voilà, je dirais à la volée, parce qu'on en dispose beaucoup, en se privant de la possibilité de capter du carbone, d'une part, mais aussi avec toutes les politiques d'adaptation au changement climatique. On sait que la forêt est un espace extrêmement précieux, que leur qualité, la gestion qualitative de ces forêts est importante. Là aussi, il y a des équilibres à trouver pour les territoires ruraux. Je vais conclure, et c'est formidable, je tiens. Pas tout à fait. Ok. Je vais pouvoir conclure, tu peux enchaîner. Alors évidemment. Vas-y, je reviendrai sur ton rebond. Oui. Je reviendrai après les témoignages de Michel et d'Yves. D'accord. Voilà. Merci Didier pour ce panorama où on est, et puis à la fois les potentiels. Et on voit déjà par rapport à ce matin ces sujets de rapport entre les métropoles, là les ruralités et cette transition énergétique qui peut être un atout finalement de développement des campagnes. Et donc c'est là-dessus, Laurent, que l'on a travaillé donc, le 27 juin au sein de l'IADT. Je te laisse en dire plus sur l'IADT peut-être, et puis de nous présenter les travaux qui ont été réalisés. Encore une fois, merci et bonjour à tout le monde et merci à Sébastien pour cette idée croisée entre nous tous, d'avoir eu ce temps de réflexion au sein de cet Institut d'Auvergne-Rhône-Alpes du développement des territoires, pour faire très vite, qui est un lieu de formation pour des étudiants de niveau principalement master, en aménagement du territoire, en économie, en management des entreprises. Et donc voilà, c'est un lieu où on essaye d'échanger avec la nouvelle génération sur ces métiers en lien avec les territoires. Donc c'est vrai que la focale que l'on va prendre est sûrement un peu plus territoriale que technique ou purement énergétique, même si tout est lié et tout se tient, on va y revenir. Alors juste pour rappeler le contexte, on s'est donc rencontré le 27 juin. Alors on a appelé ça hackathon, moi je dirais presque une rencontre apprenante, parce qu'on a appris chacun, les jeunes étudiants, les énergéticiens, éventuellement les élus qui étaient dans la salle, les enseignants-chercheurs, y compris en économie. Donc voilà, une journée d'échange qui s'est faite sur ce mode ruralistique 20 ans, c'est-à-dire un mode de rétro-prospective, c'est-à-dire voilà l'idée d'imaginer des scénarios du futur désirable, effectivement, de l'énergie dans les campagnes, mais dans une approche qui est partie voilà, de l'existant, de la rétrospective, des processus en cours. Et Didier Château nous avait nourri de toutes ces cartes et de toutes ces informations, beaucoup plus larges que ce qu'il a pu présenter à l'instant. Et puis ensuite, voilà, on est parti en petits groupes de travail, on a réfléchi à ces scénarios, encore une fois en s'appuyant sur des éléments de diagnostic, mais aussi en étant sur de l'imagination sur le futur.
Et alors ça aboutit, et l'horrible tableau est à l'écran, mais c'est juste pour vous montrer qu'on avait bien travaillé. Ça a débouché sur 3 scénarios qu'on a imaginés, donc je dirais, avec à la fois les spécialistes du domaine, mais aussi les jeunes qui découvraient un certain nombre d'éléments clés et qui transmettaient aussi leur savoir par rapport au territoire. Pour faire très vite, et je conclurai ensuite sur peut-être ce qui fait la synthèse de tous ces scénarios. Le premier scénario qui a été un peu travaillé, c'est celui, alors les intitulés peuvent se varier, mais c'est celui d'un travail autour de ruralité et de village, on parle de smart village, c'est ruralitique, mais de villages autonomes et responsables, où on va partir, et on aura des illustrations juste après, on va partir de graphes, de projets locaux, avec évidemment une très forte part d'énergie renouvelable, portée par les acteurs localement, y compris dans leur diversité. Évidemment, ça peut être des agriculteurs, des habitants, les collectivités. Des projets qu'on a considérés comme devant être ouverts, aussi un peu interconnectés entre eux. Et le numérique peut être un élément qui facilite cette interconnexion avec une recherche sur l'échelle de ces villages, de l'autonomie, de la sobriété des consommations. Et tout ça, je ne vais pas rentrer dans le détail du tableau, mais ça peut s'appuyer sur un certain nombre de processus de signaux faibles dont on va reparler dans les cas concrets. Et puis ça renvoie c'est important de faire la rétroprospective pour ça, ça renvoie des priorités stratégiques importantes pour aujourd'hui, je dirais, pour aller vers le futur, en termes justement de stratégie de construction de ces réseaux locaux, de valorisation des potentiels, et on en a vu un certain nombre, et ils sont nombreux en ruralité, mais en interrogeant la question des coûts, les partenariats nécessaires, la question de l'acceptabilité, comme on dit, l'acceptabilité par les sociétés locales, voire des fois un peu plus que locales, des projets qui sont engagés. Et puis cette approche du village autonome et responsable renvoie à la question de la stratégie globale pour éviter des inégalités territoriales, sociales qui pourraient être fortes. Un deuxième scénario, c'était plutôt celui, alors il n'est pas nouveau, hein, il renvoie aussi à quelque chose, et je crois que Didier Château en reparlera dans sa conclusion, c'est l'idée un petit peu peut-être de ce nouveau paradigme de développement et d'aménagement des territoires, qui est celui de la réciprocité, c'est-à-dire construire des alliances territoriales entre métropoles et zones rurales, autour de logiques qu'on peut espérer gagnant-gagnant autour de cette question de l'énergie, mais ça peut être autour de bien d'autres questions alimentaires, par exemple. Donc voilà, ça suppose de travailler dans le futur des enjeux très forts, et je reviendrai d'un mot, de gouvernance à construire dans ces questions de réciprocité à l'échelle d'un territoire beaucoup plus vaste. Ça renvoie à l'idée, Didier Château est beaucoup intervenu sur cette approche d'une certaine façon coopérative, comment on construit des communs territoriaux, comment on construit peut-être un nouveau modèle coopératif à l'échelle de régions. Alors ça renvoie à des modèles de développement qu'on connaît, comme les biorégions par exemple. Voilà, donc on change un peu d'échelle entre le premier scénario très local, le deuxième qui est plus de coopératif territorial en quelque sorte, et puis un troisième scénario qui était plutôt celui de campagne. Alors je reprends la formule qui avait été créée notamment par Sébastien autour de campagnes productivables, avec ce mauvais jeu de mots, ce bon jeu de mots, je ne sais pas, qui associe la notion de produire de l'énergie avec les potentiels, mais d'inscrire ça dans la durabilité, et d'inscrire ça plutôt dans une logique de réseau, donc des territoires ruraux qui jouent cette carte de l'énergie renouvelable à une échelle nationale, mais qui sont reliés en réseau, connectés, avec, et c'est peut-être ça le plus important, la recherche de nouveaux usages, de nouvelles activités. On évoque par exemple, on va rester dans le sujet du numérique, accueillir par exemple des activités qui consomment beaucoup d'énergie en ruralité autour du numérique pour créer de la richesse. Ça suppose de mettre ces territoires en réseau. Alors, on avait fait la remarque que l'hydroélectricité l'avait fait il y a fort longtemps, hein, mais de construire ces réseaux, ça suppose que le cap soit donné par l'État et qu'il y ait une part forte de décentralisation, d'initiatives, là aussi rurales, mais peut-être avec des recherches, de cofinancement, un travail aussi peut-être de recherche, d'innovation à créer autour de ces campagnes producturables, d'où l'idée peut-être de lancer un appel à projet autour de démonstrateurs territoriaux, autour de cette énergie.
qu'est-ce qu'il faut retenir? Moi, j'ai mis 5 idées. D'abord, se dire, on n'a pas le temps de lancer le débat, mais que derrière tout ça, y compris avec nos jeunes, on a beaucoup évoqué la question de quel modèle de développement on veut pour nos territoires, et en particulier pour nos territoires ruraux. Il y a des scénarios qui ont été rejetés, je ne les ai pas présentés, mais qui fait des scénarios d'inéquité territoriale. Quel modèle de développement, quelle forme spécialisation versus équilibre des fonctions dans les ruralités, quel modèle en termes de métropolisation, ou au contraire, justement, je l'évoquais, un modèle davantage de réciprocité, modèle d'attractivité généralisée que des territoires, au modèle aussi d'habitabilité des territoires. C'est des grandes questions, on n'a pas le temps d'en débattre, mais c'est vraiment un préalable à la réflexion. Deuxième idée, c'est que l'échelle territoriale, et c'est bien qu'on puisse passer après moi juste à cette échelle territoriale, l'échelle territoriale à dominante rurale, elle est le niveau pertinent pour agir et éviter des projets déconnectés des territoires. Troisième idée, il n'y a pas un modèle unique, centralisé, peut-être c'est fini ça, et que sur ces questions, comme sur bien d'autres, on n'est plus dans l'après-guerre, il faut travailler sur quelque chose de plus local, mais qui pose la question de la gouvernance à construire, et c'est vraiment une grande question pour l'énergie, pour l'eau, le foncier, qui a été évoqué tout à l'heure, la forêt, construire ces partenariats, État, collectivités et entreprises et la société civile. Quatrième idée, il y a cet enjeu de réciprocité pour éviter finalement la concurrence prédatrice des grandes agglomérations par rapport à ces ruralités. Donc c'est l'enjeu de partage des valeurs, et le sénateur Delcros a beaucoup insisté dans son intervention finale là-dessus. Et puis cinquième idée, je pense que c'est important, c'est un domaine où encore on a beaucoup à expérimenter et peut-être beaucoup à former aussi les futures générations. Je vous remercie. Merci Laurent. Alors précisément, passons de ce hackathon au cœur des territoires. Peut-être avec vous, Yves Simon, justement des exemples. Alors, dans la présentation, j'ai vu, il y a des petits rideaux qui s'ouvrent sur vos slides. Je n'ai pas enlevé. Mais voilà, pouvez-vous nous, justement, donner du sens en allié et illustrer par vos réalisations? Oui, déjà le slogan, il est avant que le Premier ministre annonce un vote à l'Assemblée, et donc ce n'est pas un programme pour Matignon. Simplement, donc Yves Simon, président du syndicat d'Allier depuis une dizaine d'années, et puis maire depuis 36 ans, et ayant passé quelques 5 ans à l'Assemblée nationale, où j'avais accompagné Ruraltique à l'époque, qui avait quelques difficultés pour obtenir des financements. Donc c'est un souvenir, je vais dire, à l'occasion d'un anniversaire. Donc le syndicat d'énergie que je préside, et par rapport à la table ronde précédente, en 1906, le Parlement avait autorisé les communes à développer des réseaux électriques. Et ces réseaux ont été développés par les communes, qui sont regroupés en syndicats intercommunaux, en syndicats départementaux, avec des concessionnaires aujourd'hui. Alors peut-être que le modèle de 1906 n'était peut-être pas le plus mauvais. Je vais dire, petit aparté par rapport aux difficultés de financement de même de la fibre, sachant que j'ai une commune qui n'est pas, je vais dire, fibrée aujourd'hui, et qu'on me le promet depuis 4 ans, mais ça devrait venir, voilà, au passage. Donc, un syndicat qui aujourd'hui regroupe l'ensemble des communes du département, plus les intercommunalités, qui a une trentaine de techniciens, qui donc doit gérer 17 000 km de réseau électrique, 1000 km de gaz, et puis qui aujourd'hui achète aussi de l'énergie pour toutes ces collectivités, je vais dire environ 30 millions. On est parti avec un gaz à 25, on est monté à 140, on est revenu à 25 pour 2028, ce qui est pas mal. Alors, dans la transition énergétique, nous avons, au niveau du syndicat, créé carrément un service, il y a maintenant une quinzaine d'années, et nous avons eu l'initiative, dans la réflexion de chacun, de faire un PCAET avec un creuset de toutes les intercommunalités. Celle qui était en avance, celle qui avait rien fait. C'est plus facile, hein, le syndicat a financé l'étude pour 1 million d'euros, et résultat, on a décliné un PCAET par interco. Donc, on sait l'état des lieux, on a fixé des objectifs, et pour pas que ça reste comme 90% des études en France bien classées dans une armoire, nous avons fait en sorte de cofinancer l'animation de ces PCAET, et actuellement j'ai 5 personnes, 5 ingénieurs qui travaillent auprès des intercos, et le syndicat apporte 50% de financement, disons, de cette ingénierie. À titre d'exemple, je suis dans une petite interco communale rurale qui doit participer à hauteur de 6 000 € par an pour l'animation du PCAET. Donc ça, c'est un vrai point
Je l'avais d'ailleurs au niveau national, qu'on aurait dû faire beaucoup plus, parce qu'aujourd'hui, on est un très bon interlocuteur pour l'agence régionale, puisque, disons, toutes les intercommunalités adhèrent au système. On fait une étude aussi, parce que notre but, c'est aussi d'expérimenter et de ne pas amener les collectivités dans des voies sans issue. Donc, on porte aux études. Aujourd'hui, on a un partenariat avec la DAME très intéressant. Et donc, je veux dire, on a souvent des financements à 80% et on apporte les 20%. On a commencé pour soulager les collectivités qui avaient des projets sur des réseaux de chaleur, à prendre les maîtrises d'ouvrage en accord avec les collectivités. Aujourd'hui, on a une vingtaine de réseaux de chaleur où, je vais dire, on porte à 100%, c'est-à-dire on va aussi bien porter l'investissement que le fonctionnement, que l'ingénierie de suivi. Donc ça, c'est intéressant. J'alerte tout de suite, aujourd'hui, je l'ai dit à l'ADEME, c'est aujourd'hui le génie est très très lourd. Le coût est très très lourd et nous ne sommes plus compétitifs. Je vais dire dans le domaine du bois, en termes d'installation, il y a 2 projets actuellement sur lesquels, je vais dire, on n'a pas on sort l'énergie beaucoup trop chère et on ne le fera certainement pas. Et dans 1 mois et demi, on sera en Finlande pour voir comment les Finlandais stockent l'énergie dans le sable, ce qui permettrait peut-être avec l'électricité à prix négatif de chauffer du sable à 500 degrés et de pouvoir faire des réseaux de chaleur avec, pourquoi pas du froid d'ailleurs à une autre saison. On a aussi, dans le domaine du gaz, on aide les collectivités parce qu'on croit quand même encore au gaz. Vous savez, si on veut développer le biogaz, si on n'a plus de réseau d'injection, ça sera quand même compliqué. Je ne comprends pas trop la politique nationale sur le gaz. Et résultat, je vais dire, on aide le chaudière gaz et on est logique avec nous-mêmes, puisque par ailleurs, on est le seul syndicat de France à apporter des avances remboursables aux agriculteurs jusqu'à 200 000 € sans intérêt et sur 7 ans avec 2 ans de différé pour les 2 premières années. On a aussi un réseau de bornes électriques. Alors ça, il faudrait une notion aussi de service public en milieu rural, parce que 80% de mes bornes ne sont pas rentables, et essentiellement dû au fait que Enedis nous facture des compteurs Linky entre 800 et 1800 € par an pour des ventes qui vont des fois à 15 € par an. Voilà. Donc on avait fait un schéma avec 30 km d'interdistance entre chacune. Voilà pour le syndicat, voilà, c'est, si vous voulez, c'est d'être très en amont, d'apporter des conseils, des suivis et d'initier, je vais dire, plein de choses. Yves, rapidement sur Ménard, parce que je vois que Sébastien me fait, oui, vous avez 5 minutes, au global. Sur Ménard, particularité à remonter. Alors sur Ménard, commune rurale qui souhaite être indépendant financièrement, et je pense l'être en 2027, je vais refaire un mandat, ça fera quelques années de plus, mais si vous voulez, c'est tout le problème des projets d'énergie nouvelle que l'on ne peut pas contenir dans un mandat. J'ai dit à Mme Barcon, je vais venir dans mon département, je vais dire pour monter un projet photovoltaïque, il vous faut plus de 6 ans, éolien pareil, et en général, il y a une sanction qui se passe, une échéance électorale, et souvent ceux qui portent sont battus, et toutes les études sont à l'eau. Donc on a monté un projet à partir de 2019, la commune a acheté 90 hectares avec l'accord des agriculteurs, d'une exploitation qui était sans exploitant et qui était à vendre, qui est en moitié sur le rocher, donc qui est de mauvaise qualité. Et pour avoir, c'est faire de la politique, hein, pour avoir l'accord de tout le monde, on a décidé de prendre en charge une partie des charges sociales des agriculteurs, c'est-à-dire 50% des charges sociales des agriculteurs, disons avec un plafond, certes. Et puis on a décidé de diminuer l'impôt de tout le monde de 30%. Et je dirais que tout le monde sera gagnant, puisqu'il y aura de l'argent pour les intercos qui viendra, il y aura de l'argent pour le département, il y aura aussi une économie pour l'État, parce que je vais perdre mes dotations de fonctionnement. Donc c'est loin d'être négligeable. Et si vous voulez, on a commencé par faire un parc de logements résidentiels et touristiques. Et la commune aujourd'hui perçoit des loyers qui sont proches des impôts et bien supérieurs aux dotations d'État. Et donc demain, avec le financement de ces 58 hectares qui devraient rapporter globalement 600 000 € aux collectivités par an, je veux dire, voilà, on sera parfaitement autonome. Et je pense que quand on parle aujourd'hui de faire des économies au niveau de l'État, il faut aussi penser à créer de la richesse et à créer des recettes nouvelles plutôt que de penser à diminuer. Et Simon, merci pour cet exemple. Michel Maillard. Alors, je crois qu'on va aller. Hop. Alors, vous êtes fondateur de TEPOS, Territoire à énergie positive. Et en même temps, maire de travail. Est-ce que vous pouvez nous montrer des exemples pour conclure cette séquence? Alors très rapidement, parce que les slides vont vous être donnés par la suite, hein, vous pourrez les regarder plus précisément. Bonjour à tout le monde tout d'abord, excusez-moi. C'est une commune d'un peu plus de 1000 habitants qui est située à proximité de Mâcon. Donc on est vraiment rural et on est engagé dans la démarche, je dirais, depuis 2003 à peu près, ce qui nous a permis, diapo suivante, d'avoir
un réseau de chaleur. Non, alors, oui, c'est bon, je vais faire voilà. D'avoir un réseau de chaleur inauguré en 2006. J'ai oublié cette diapo pour vous dire que territoire énergie positive, revenez sur la précédente, c'est difficile, je vais garder la main s'il faut. Donc, territoire à énergie positive, il y a deux courbes qui doivent se creuser pour y arriver. C'est la courbe de consommation d'énergie qui doit baisser et la courbe de production d'énergie renouvelable locale qui doit monter. Voilà. Donc on a travaillé sur la courbe de consommation d'énergie, en particulier sur l'électricité au niveau de la municipalité. En 10 ans, on est passé de 400 MWh à 117 MWh. Je tiens à préciser que les économies financières que nous avons faites sur l'éclairage public n'ont pas été réinvesties dans un budget pour des bougies. On peut passer à la diapo suivante. Et donc la diapo suivante, ça précise un petit peu le réseau de chaleur qui a été inauguré en 2006. Avec ce réseau de chaleur d'1,4 km, nous chauffons tous les bâtiments municipaux, sans ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc tous les bâtiments municipaux, l'EHPAD de travail, qui est notre bon client, en particulier même en été, et une soixantaine de logements particuliers. Et donc ce réseau de chaleur est alimenté par du déchet de bois d'une scierie dans une commune qui est située à 4 km de travail. En fait, on valorise les déchets pour se chauffer. Diapo suivante pour voir la rénovation du groupe scolaire que nous avons inauguré en 2019. On a essayé, dans cette rénovation, d'aller bien au-delà des réglementations thermiques existantes. On a essayé de vider des réglementations thermiques 2050, de travailler sur de nombreux sujets, en particulier la qualité de l'air intérieur. On est en zone radon. On a des problèmes de collecte d'eau de pluie, d'usage de l'eau, etc. Donc on a essayé de travailler sur tous ces sujets lorsque nous avons fait cette rénovation de groupes scolaires. En pleine canicule, dans les salles, on dépasse rarement les 24 degrés sans climatisation. Et puis enfin, un dernier exemple, c'est la rénovation d'une ancienne gendarmerie où nous avons pu faire 10 logements. On a essayé à nouveau d'aller le plus loin possible en termes, je dirais, énergétiques, isolation par l'extérieur, isolation des sols, etc., plancher chauffant, petite chaudière granulée parce que ce bâtiment était trop loin du réseau de chaleur, donc par le fait qu'il est indépendant, mais globalement, ce système-là fonctionne bien. Alors, on ne va pas le dire, mais grâce aux subventions que nous avons obtenues, eh bien, annuellement, nous gagnons de l'argent. Les loyers remboursent plus que le prêt que nous avons fait sur cette opération. Michel, je ne vais pas pouvoir passer les autres slides avec beaucoup de graphiques, puisqu'on a débordé déjà depuis 10 minutes. En conclusion de ces 3 projets, sur ce fait d'être un territoire qui a pris son sujet d'énergie, qui en a fait une opportunité, qui a de l'autonomie, qui a des économies, l'élément à retenir. L'élément à retenir, c'est que nous ne sommes pas encore territoire à énergie positive, que nous y travaillons. En particulier, on est en train de monter un projet d'éolien à 3 communes pour augmenter un petit peu notre capacité d'autoproduction locale d'énergie. On a une bonne autoproduction par du photovoltaïque, on est à 17% de la consommation de la commune. Donc le photovoltaïque apporte sa part, mais il apporte sa part en été et en plein jour. 17%, c'est à peu près sacré pour nous. Maintenant, il faut qu'on arrive à compenser. Je voudrais quand même faire un petit commentaire, parce qu'on a beaucoup parlé d'anniversaire, d'un 20e anniversaire. Moi, je voudrais signaler le premier anniversaire, le premier jour anniversaire d'un décret qui a permis de simplifier pour 800 logements, de les sortir de la précarité énergétique. Hier, il a été voté un décret, grâce à ce décret, qui a fait passer le coefficient d'énergie primaire de 2 à 1,9 sur l'électricité. Ça y est, on a 800 logements qui sont sortis de la précarité énergétique. Je ne sais pas ce que ça va changer pour le quotidien des habitants. Et quand on sait que l'énergie primaire passage à l'énergie finale, il y a de la perte d'énergie qui se chiffre en centaines de térawattheures et que ces centaines de térawattheures sont supérieures à l'énergie nécessaire pour chauffer l'ensemble du bâtiment français, je me demande si on est sur la bonne voie. Je vous remercie. Pour conclure, c'est la dernière intervention. Didier, du coup, par rapport
cette démarche de hackathon et des interventions en tant qu'OAE, quels sont les messages clés? Alors, j'en aurai 2 ou 3, pas plus, je vais faire vite. Le premier, c'est vraiment apprendre à connaître son territoire. Il y a plein d'outils, il y en a des très bons, il y en a des moins bons. On pense connaître son territoire, mais connaître son potentiel solaire, méthanisation, etc., ça se trouve aujourd'hui et c'est indispensable de le connaître correctement. C'est la base même de choix pertinents. Il y a eu énormément d'opportunisme avec des subventions données par tel ou tel acteur qui ont conduit à des choix qui ne sont pas forcément pertinents et qui peuvent être, qui plus est, très coûteux pour la collectivité. Le deuxième point, c'est soyez entrepreneur. La collectivité est un acteur économique, ça ne veut pas dire qu'elle est une entreprise, je précise bien comme les autres, loin s'en faut. Et là, à défendre des enjeux d'intérêt généraux, de commun, etc. Mais, et l'exemple d'Yves ou de Michel, avec qui j'ai eu la chance de travailler respectivement dans mes vies professionnelles, c'est la recherche de l'autonomie, mais pas seulement l'autonomie énergétique. Autonomie ne veut pas dire autarcie. C'est la recherche de l'autonomie financière. Les communes sont dans une situation, les communes rurales sont dans une situation délicate. Elles ont de moins en moins pour faire de plus en plus. Il y a des solutions pour augmenter vos recettes. La transition énergétique en fait partie, si tant est que vos ressources soient bien gérées. Vos ressources, j'entends, naturelles, etc. Soyez entrepreneur, et j'emploie cette formule, aide-toi et le ciel t'aidera. On entend souvent, moi ça fait 30 ans que je travaille avec des collectivités rurales, et j'aime ça, on entend souvent le milieu rural tirer la manche, quoi. Tirer la manche de métropole, tirer la manche de l'État. Et ça peut se comprendre parce que la péréquation, elle n'est pas forcément toujours équitable. Mais vous avez la possibilité de gagner vos propres ressources à des rythmes différents selon la situation de votre budget communal, mais vous en avez la capacité, servez-vous-en. Merci Didier, on va conclure là-dessus et qui revient à ce sujet, notamment le sénateur Delcros nous a fait le plaisir d'être présent. Et on l'a dit ce matin, la ruralité a un potentiel considérable pour répondre aux enjeux du XXIe siècle. Merci Sébastien pour ce laps de temps supplémentaire. Merci à vous, messieurs. Merci à tous les cinq. Merci à tous les cinq pour vos appels. Je sais que ça peut être frustrant, mais nos amis sont là et donc vous pouvez continuer à échanger avec eux et puis vous inspirer de ce que vous avez pu entendre dans l'Allier 003, la commune de Meillard ou bien la commune de Trameil en Saône-et-Loire.